Bonjour à tous, première vidéo de la série en immunologie pour les TS, la réaction inflammatoire. On va voir comment elle se manifeste, quels sont les acteurs et quelles sont les molécules qui interviennent. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors une réaction inflammatoire, on en a déjà tous eu une, hein, ne serait-ce que par exemple quand vous vous blessez au niveau des doigts, là par exemple, bon ça se voit plus trop, ça s'est un peu calmé, mais j'ai eu une grosse écharde, on voit la trace, la cicatrice, mon doigt était rouge, il l'est encore d'ailleurs un petit peu, gonflé, chaud, je pouvais pas le toucher, ça faisait mal, il y avait de la surpression. Alors c'est dû à quoi cette surpression, cette rougeur, ce gonflement? C'est dû tout simplement à un afflux de sang. Vous avez ici une coupe transversale rapprochée du derme dans une peau saine et dans une peau infectée, les deux observés au microscope. Donc je vous rappelle que la coupe de peau, vous avez en surface une couche de cellules mortes, vous avez l'épiderme, dessous le derme et encore dessous l'hypoderme. Donc quand vous vous blessez en général, ça se passe au niveau de l'épiderme et du derme, vous avez une écharde qui rentre et il va y avoir des microbes qui vont rentrer. On va avoir donc un système de défense qui se met en place contre ce microbe et ce système de défense va nécessiter un afflux de sang. Comme le sang arrive, on a une infiltration de plasma, ce qui va décoller l'épiderme du derme. C'est pour ça que ça gonfle. Ensuite, comme ce plasma provient du sang et que votre sang est chaud, et ben votre blessure va chauffer. Et comme il y a beaucoup de sang, ben c'est rouge également. Et comme tout ça s'est gonflé, votre peau est tendue, les terminaisons nerveuses de la peau vont être stimulées et vous allez avoir mal. Donc on voit très bien ici sur cette coupe de peau 24 heures après une infection que les vaisseaux sanguins sont dilatés, très important. On va observer ici plein de cellules qui ne sont pas présentes habituellement. Ces cellules, on en voit une ici. Ce sont des cellules de défense, les fameux globules blancs. Et donc en général, quand on a une infection, pour confirmer l'infection, on peut demander de faire une analyse de sang. Donc dans une analyse de sang, on vous donne toujours les catégories de cellules mesurées, vos résultats et les valeurs normales. Alors la normale, ce sont les moyennes françaises. Donc globalement ici, dans cette analyse de sang, on a trouvé 12 000 globules blancs par millimètre cube de sang, la valeur normale c'est 4000 à 10 000. Donc vous voyez qu'on est au-dessus de la normale. On a donc bien ici une suractivation de globules blancs. Les globules rouges sont dans la moyenne. Donc je vous rappelle que les globules rouges, c'est ce qui transporte l'oxygène. Les globules blancs, c'est la défense. Donc parmi la formule leucocytaire, leuco veut dire blanc, cyte, cellule, donc les cellules blanches, les globules blancs, nous avons différentes catégories de globules blancs. Les granulocytes, les lymphocytes, les monocytes. Alors vous allez me dire, ouais, tout ça, ben, cyte, cellule, mono, un seul noyau visible. Lymphocyte, cyte, ce sont les cellules qui circulent dans la lymphe. Granulocyte, ben, parce qu'on trouve des granules à l'intérieur de leur cytoplasme. Donc globalement ici, les globules blancs de manière globale, totale, sont élevés. Maintenant, allons voir le détail. Au niveau des granulocytes, 9000 par millimètre cube, normalement ça va être inférieur à 8000. Les lymphocytes, on est dans un nombre normal. Les monocytes, on est dans une quantité plus importante. Il se trouve que les granulocytes et les monocytes se trouvent principalement dans les tissus et essentiellement sous la peau. On est donc bien ici dans une infection de peau. Et nous avons donc les plaquettes qui sont dans la normale. Les plaquettes, elles interviennent pour la coagulation du sang, pour surtout boucher les trous quand on déchire une artère. Alors voilà à quoi ressemblent ces fameux globules blancs. Donc les monocytes avec un seul gros noyau, les lymphocytes un très gros noyau, les granulocytes alors, qui ont effectivement un noyau très découpé, plurilobé, et à l'intérieur des granulations, mais là on ne peut pas voir, le grossissement n'est pas assez fort. Si toutes ces cellules appartiennent à la même famille, c'est parce qu'elles descendent de la même cellule, et c'est ce qu'on va appeler donc l'hématopoïèse, c'est-à-dire la fabrication des cellules du sang, leuco, globules blancs, érythro, ce sont les cellules rouges, et les thrombos, ce sont les plaquettes. Donc dans cette vidéo, nous, on va s'intéresser aux cellules qui interviennent dans la réaction immunitaire non adaptative, c'est-à-dire innée, et qui existent en fait depuis la naissance, qui est capable de se défendre contre n'importe quel microbe, qui est non spécifique, et qui fait intervenir ces globules blancs-là, c'est-à-dire granulocytes et macrophages. Alors dans tous les cas, ces trois catégories de globules blancs, on les retrouve dans le sang. Donc au milieu des globules rouges, sans noyau, et qui transportent l'oxygène, nous avons les globules blancs,
qui possèdent, eux, des noyaux volumineux. Donc le lymphocyte avec un très gros noyau, le monocyte avec un seul gros noyau, et le granulocyte qui, lui, possède un noyau plurilobé. Alors pendant des années, quand les microscopes n'étaient pas super puissants, on croyait qu'ils avaient plusieurs noyaux. C'est pour ça qu'on faisait la différence avec monocytes. Et ceux-là, les granulocytes, on disait qu'ils avaient donc plusieurs noyaux. En fait, c'était faux. C'est un seul et même noyau, mais il est tout tordu, tout déformé. Il est plurilobé, plusieurs lobes. Et bien sûr, donc tout ça baigne dans un liquide de base qu'on appelle le plasma. Quand on compare la composition sanguine avec le pus qu'on va trouver au niveau d'une blessure, on n'observe pas toutes les catégories de cellules de défense, mais uniquement des macrophages. Alors vous allez me dire, macrophages, c'est pas marqué ici. Et oui, mais parce que nos petites cellules de défense, elles sont chiantes, elles se transforment. Mais oui, c'est comme vous, quand vous êtes en pétard, vous êtes un petit élève tout bien gentil, et puis d'un coup, vous explosez, vous n'êtes plus le même. Là, c'est pareil. Hein, s'il y en a un qui vient les faire chier, elles se transforment, elles attaquent, elles se modifient. Donc, au niveau du pus, on va trouver un macrophage, et ce macrophage, lui, dérive en fait de celui-là, le monocyte. Donc, en résumé, dans une goutte de pus qu'on va ramasser au niveau d'une blessure, on va trouver des débris de cellules, bactéries, mais aussi des cellules lésées, c'est-à-dire les cellules qui ont été attaquées, qui sont mortes, qui sont blessées, coupées, qui ont été libérées dans le milieu extérieur par exocytose, après phagocytose par les macrophages. Ouais, c'est chiant. Hein. Exo, dehors. Cytose, sortir donc de la cellule. Phagocytose. Phago, ça vient du grec phagein qui veut dire manger. Cyto, cellule, c'est un processus qui a consisté à manger les cellules qui étaient lésées et ensuite faire sortir leurs déchets de la cellule qui les a bectées, en l'occurrence macrophages. Bon, faisons les choses un peu plus sérieusement maintenant. Démarche d'investigation, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans les tissus infectés, il y a de nombreuses sentinelles de défense, ce sont les macrophages. Qu'est-ce qu'on constate également quand on étudie les tissus infectés? Qu'il n'y a jamais de lymphocytes au niveau du derme infecté et du pus. Qu'est-ce que ça signifie? Réfléchissons. On a dit dans le derme, au moment de l'infection, les vaisseaux se dilatent et nous avons plein de cellules de défense qui apparaissent qui n'existaient pas avant. Ça veut dire que le sang a emmené ces cellules de défense, qu'elles sont passées dans les tissus pour aller tuer, becter les bactéries. Or, dans ces tissus, on observe essentiellement des macrophages, jamais de lymphocytes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les lymphocytes ne franchissent pas la barrière du vaisseau sanguin. Ça veut dire que dans nos tissus, il existe une ligne de défense dont les soldats sont les premiers remparts contre les microbes et que ces premiers soldats vont appeler du secours. Et que ce secours arrive par le sang. Et comme on vient de voir que dans le pus, il y a essentiellement des macrophages, on peut donc se dire que les macrophages en font partie, mais sont-ils réellement les seuls? Nous allons donc étudier une guerre. Première partie de cette étude, voyons qui sont les soldats, les cellules de la première ligne de défense. Première catégorie de cellules, les cellules dites dendritiques, parce qu'elles ont des extensions qui ressemblent aux dendrites des cellules neuronales. Et donc ici, nous avons des cellules capables de déformer leur membrane cytoplasmique pour avoir des grandes prolongations, en l'occurrence des sortes de bras. Et ces bras, c'est un peu comme les bras... Ah, j'en ai oublié une là. C'est un peu comme les bras de l'inspecteur Gadget. Je vais te chercher, je te ramène. Et puis, je te ramène pour quoi faire? Pour te bouffer, forcément. Sinon, je vois pas l'intérêt d'aller te chercher. Donc, les cellules dendritiques, elles ont donc la capacité de se déformer pour aller chercher des bactéries, des éléments étrangers et ensuite de les ramener. Et elles vont effectivement les manger. Or, ce ne sont pas ces cellules-là qu'on a observées dans le pus. Ce sont des macrophages. Donc, quel est leur rôle à elles? Si elles sont capables de manger, mais que ce n'est pas leur action principale de détruire l'ennemi en le mangeant, c'est qu'elles ont une autre fonction. On peut surveiller les cellules dendritiques pour essayer de voir quel est leur rôle exactement. On va mesurer le pourcentage de cellules dendritiques mobiles dans un derme sain après injection d'un ver parasite et après injection de billes. On constate que les cellules dendritiques sont moins nombreuses dans le derme après l'apparition du ver parasite, on a 18% au lieu de 82, et que l'injection de billes en plastique ne modifie pas le taux de présence des cellules dendritiques. Donc, dans un derme sain, j'ai 82% de cellules dendritiques mobiles, j'injecte un ver parasite, je tombe à 18%, j'injecte des billes, je reste à 70%. Donc techniquement, je fous du plastique, elles se cassent pas, je fous un ver parasite, elles se cassent, elles sont plus là. Elles se barrent. Bravo les soldats. L'ennemi est là, vous vous barrez? C'est bizarre quand même.
On a des soldats, c'est pas pour qu'ils soient lâches, il y a bien une raison particulière. Alors déjà, est-ce qu'on est sûr qu'elles sont parties ou est-ce qu'elles n'ont pas été bouffées par vers parasites? Si on observe ces cellules, on s'aperçoit que quand on infecte le derme, les cellules dendritiques se déplacent. Regardez le trajet qui a été effectué en 14 minutes. Donc, elles n'ont pas disparu, elles sont bien parties. Elles n'ont pas été becquetées par le ver, elles sont parties. Mais pourquoi disparaissent-elles alors qu'un ennemi est présent? Réfléchissons. On constate que les cellules dendritiques sont capables de se déplacer. Qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'elles ne participent pas à l'attaque. Qu'est-ce qu'elles pourraient donc faire? Rappelez-vous, on a dit, il y a du renfort qui est arrivé. Bah oui, forcément, elles pourraient donc aller chercher du renfort. Voilà pour la première catégorie de cellules qu'on trouve dans les tissus. Deuxième catégorie, le mastocyte qui est un granulocyte. Et là, on voit très bien à l'intérieur toutes ces taches-là qu'on appelle donc des granulations. Ce sont des vésicules qui possèdent donc quelque chose qui pourrait intervenir dans la défense. Nous avons ici donc un mastocyte au repos. On voit des granules cytoplasmiques. On a une libération d'histamine qui est égale à 1. Et on a une concentration de TNF-alpha dans le milieu qui est égale à 50 picogrammes par millilitre. Si on observe un mastocyte après contact avec des bactéries, on s'aperçoit que ces mastocytes ont changé de tronche et que les granulations qui étaient très nombreuses à l'intérieur du cytoplasme ont quasiment disparu. Il en reste très peu. Par contre, dans le milieu, on va enregistrer une libération d'histamine très importante, on est à 5,6, et en parallèle, on note une concentration de TNF-alpha dans le milieu qui est de 1950 picogrammes par millilitre, au lieu de 50 au repos. Donc là, quand on a une attaque de bactéries, le mastocyte se débarrasse de ces vésicules. Comme par hasard, il y a de l'histamine dans le milieu. Donc en fait, dans les vésicules, il y a cette molécule qui s'appelle l'histamine. Et comme par hasard, dans le milieu, on a une forte concentration de TNF-alpha. On constate qu'après un contact avec une bactérie, le mastocyte ne contient plus de granulation. On constate en parallèle une forte libération d'histamine corrélée à une concentration en TNF-alpha élevée. On en déduit que le mastocyte est une cellule libératrice d'histamine sous l'effet du TNF-alpha. L'histamine doit intervenir dans la réponse. L'histamine, c'est ça. Ouais, super. C'est une molécule, oui. Elle intervient souvent quand on a des piqûres d'abeilles. Vous avez ici 2 patients. Vous en avez un qui a été piqué au niveau de la main et celle-là a été piquée au niveau du bras et vous voyez qu'il y a un tout petit gonflement alors que là c'est monstrueux. Cette histamine, elle intervient dans le gonflement. C'est pour ça que souvent on vous donne ce qu'on appelle un antihistaminique. C'est un médicament qui va diminuer la réaction finalement dite allergique où il y a gonflement, écoulement d'eau. En faisant des mesures de pourcentage d'histamine relâchée par les mastocytes, en fonction de patients et en fonction des allergènes. Je vous rappelle qu'on travaille sur le patient 4 et le patient 2. Donc le patient 4, c'est celui, hop, qui a le tout petit bouton, et le patient 2, c'est celui qui a la main gonflée. Donc patient 2. Si je mets aucun allergène, 0 histamine. Protéines de chèvre, 45%. Venin d'abeille, 0,5 microgrammes, je suis à 52. Venin d'abeille à 0,01 microgrammes par millilitre, je suis à 48. Si je compare avec mon patient numéro 4, aucun, bon bah 0. Protéines de chèvre, j'ai déjà moins d'histamine que mon patient numéro 2. Et regardez pour le venin d'abeille, j'ai quasiment rien. Si je fais donc mon petit raisonnement scientifique pour le bac, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le patient numéro 4 libère moins d'histamine que le numéro 2 et que sa piqûre est moins gonflée. Problème, pour gonfler, il faut de l'eau dans les tissus et donc un afflux de sang. Ce qui voudrait dire que l'histamine est responsable de l'afflux de sang. Et ça, on peut le tester en faisant une expérience. On fait une étude de l'action de l'histamine. On va prendre une souris traitée par l'histamine en rouge et une souris contrôle, c'est-à-dire une souris à qui on fait rien du tout, le témoin quoi. On va injecter du colorant. Ce colorant fluorescent est injecté dans la circulation sanguine d'une souris. On applique ensuite de l'histamine dans l'un de ses muscles, puis on suit la fluorescence dans les tissus proches des vaisseaux sanguins irriguant le muscle traité. On lui a foutu du colorant fluorescent dans le sang. Si, à l'endroit où on injecte de l'histamine, on a un afflux de sang parce que l'histamine provoque l'afflux de sang, on devrait retrouver beaucoup de fluorescence. Donc en fait, la fluorescence nous permet de voir où le sang s'en va, circule, où est-ce qu'il est attiré. Notre souris contrôle, on ne lui fait pas de picouse. La souris traitée, on lui fait une picouse d'histamine. On injecte au temps 0. Et qu'est-ce qu'on observe 30 minutes après? Au moment où on fait l'injection d'histamine,
Bah oui, on a laissé le temps au colorant d'aller un peu partout dans le corps. Il s'est réparti partout et ensuite à 30 minutes, on fait la piquouse. Et donc on s'aperçoit qu'au moment où on injecte l'histamine, on a la fluorescence qui augmente au niveau du muscle. Et donc, on a bien la preuve ici. Je te pique d'histamine, t'as le sang qui arrive. Je te fous pas d'histamine, t'as pas d'afflux de sang. Voilà à quoi sert notre souris témoin, à faire la comparaison des deux. Rédaction. On constate que l'injection d'histamine dans un muscle provoque une augmentation de fluorescence à son niveau. On sait que la fluorescence correspond au sang, c'est dit dans l'énoncé. On en déduit que l'histamine fait augmenter la dilatation des vaisseaux sanguins, ainsi que leur perméabilité. Troisième catégorie qu'on rencontre dans les tissus, le macrophage. Alors, le macrophage, vu au microscope, il a une paroi cytoplasmique franchement toute déformée. Donc son cytoplasme est capable de se déformer. Pour faire quoi à votre avis? Ça vous fait pas penser à quelqu'un? Bah oui, ça vous fait penser aux cellules dendritiques. En fait, il va transformer un peu sa membrane plasmique en main de l'inspecteur Gadget. Il va attraper tout ce qu'il trouve autour de lui et va le becter. Et ce mécanisme s'appelle la phagocytose. Donc vous avez ici une image d'une bactérie qui a été phagocytée. On est ici à l'intérieur d'un phagocyte. Alors, quand on dit phagocyte, on parle d'une cellule qui est capable de faire la phagocytose, de phagocyter, de manger. Vous avez plusieurs cellules de défense qui sont capables de faire la phagocytose. Ici, donc, nous sommes dans le cas du macrophage qui se trouve dans les tissus en protection. Donc là, le noyau. Et nous avons, regardez bien, ici, une déformation de la membrane qui forme comme deux mains qui vont venir attraper cette bactérie pour la faire rentrer à l'intérieur et ensuite la digérer, la couper. Bah, comme vous, quand vous avalez un sandwich de chez McDo, quoi, vous le bouffez. Oups, j'ai fait de la pub, j'aurais pas dû. Alors, petite étape. 1. La bactérie se colle sur la membrane. 2. La membrane forme une vésicule d'endocytose. Endo veut dire à l'intérieur, donc on rentre à l'intérieur de la cellule. Une fois qu'elle est rentrée à l'intérieur, ça s'appelle un phagosome. Phago, manger. Donc ici, on a une vésicule finalement digestive. On a des petites vésicules qui contiennent des enzymes. C'est ce qu'on appelle le lysosome. Ce lysosome va venir se coller sur le phagosome pour libérer les enzymes à l'intérieur, pour qu'au final, tout ça soit digéré et qu'on rejette les déchets dans la vésicule d'exocytose, exo, sortir. Bref, je te bouffe, je te digère et je te recrache les déchets. C'est simple. Monsieur macrophage fonctionne comme ça. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Allez, si je vous le montre, lui, bah, non, rien. C'est une cellule, ici elle a été colorée en rose avec les bactéries en jaune. Oui, on voit bien que les bactéries se collent dessus. Oui, on devine bien qu'il va les bouffer. Mais oui, ça vous fait penser à quelqu'un, mais vous voyez pas? Mais si, lui, ça vous dit quelqu'un? Bouffe tout. Ben ouais, bouffe tout, bouffe tout, bouffe tout, bouffe tout, bouffe tout. Eh ben, bouffe tout. Eh ben, bouffe tout. Voilà. Moi, je les appelle comme ça. Les macrophages, je les appelle les bouffe tout. Deuxième partie, les cellules sanguines appelées en renfort. Allez, on commence par le rôle des DANP. Qu'est-ce que ça veut dire ce machin? Alors ce machin, ça veut dire Danger Associated Molecular Pattern. Ouais, je cause very well English. Bon, techniquement, vous vous faites agresser. Qu'est-ce que vous faites? Vous criez au secours. Bon, et bien là, c'est pareil. Quand des cellules se font agresser, elles crient au secours en libérant une molécule chimique qu'on appelle le DANP. Pour prouver cet appel au secours, on a fait une expérience sur des souris anesthésiées. On les a ouvertes et on a brûlé une petite partie de leur foie. Oui, c'est un peu sadique, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça, c'est la science. Enfin, brûlé, on n'aura pas foutu un chalumeau dans le bide. Hein. On a mis une petite sonde chaude au niveau du foie. Donc, ces cellules, elles ont été blessées. Elles sont représentées ici par du colorant rouge et elles ont forcément libéré dans le milieu un signal chimique puisqu'on a pu suivre en vert les granulocytes et on s'aperçoit donc à 0 heure après la blessure, on a quelques petits points verts. 1 heure après, on a beaucoup de points verts. 2 heures après, on a plein de points verts. Et les points verts, c'est des granulocytes. Donc ici, on a bien une arrivée de cellules. Pourquoi? Parce que celles-là, celles qui ont été blessées, elles ont crié au secours. Alors, comment est-ce qu'on en a la preuve que c'est une molécule chimique qui les a attirées? Tout simplement parce qu'on peut bloquer
les récepteurs en mettant un inhibiteur et on bloque ces récepteurs de ces molécules chimiques. Ici, on a la souris témoin et là, donc, on a injecté un produit qui va bloquer le récepteur à l'origine de la reconnaissance de la molécule chimique qui appelle au secours et qui dit aux cellules de venir. Et on s'aperçoit qu'on a très peu de granulocytes. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que les granulocytes ne peuvent plus détecter le gradient formé par les molécules chimiotactiques et donc arriver au site de l'inflammation. Et oui, ils avancent en suivant un gradient de concentration. Vous êtes la cellule blessée. Vous libérez du produit chimique qui va attirer les cellules de défense. Forcément, autour de vous, il y en a plein. Et plus on s'éloigne de vous, moins il y en a. On est d'accord? Ça se diffuse plus difficilement. Donc ici, vous avez moins de produits. Là, vous avez plus de produits. C'est ce qu'on appelle un gradient de concentration. Et donc, nos petits macrophages, eux, ils se pointent, ainsi que les granulocytes, ils se pointent, puisqu'ici on travaille sur les granulocytes, ils vont sentir, sniffer, alors non, ils n'ont pas de nez, mais ils ont des récepteurs en surface qui sont capables de fixer ces molécules, et donc ils vont suivre la zone où il y en a de plus en plus. Ils ne vont pas aller du côté où il y en a de moins en moins. Plus ils fixent de molécules chimiques, plus ils savent qu'ils sont sur le bon chemin. Un peu comme vous, quand vous rentrez à la maison, que vous ouvrez la porte de la maison et que ça sent le gâteau au chocolat. Vous savez, vous suivez l'odeur jusqu'à ce que l'odeur soit la plus forte possible et vous arrivez dans la cuisine devant le gâteau. Bon, ben là c'est pareil, ils suivent l'odeur du gâteau au chocolat. Les cellules en danger libèrent une molécule, le DAMP. Ces signaux de danger vont activer la production de médiateurs de l'inflammation. Un médiateur, c'est quelqu'un qui intervient pour aider au mécanisme, etc. Alors, quels sont ces médiateurs? En voici un bien connu qu'on appelle l'interleukine 15 ou IL-15. Alors, il y en a plusieurs des interleukines. Oh, j'ai oublié un chapeau. Voilà, donc l'interleukine, c'est un médiateur chimique produit par les cellules dendritiques ainsi que par les monocytes ou macrophages. On peut mesurer in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai vitro verts, le taux d'activation de monocytes en présence de doses croissantes d'interleukine 15. Bon, bah je te balance 0 interleukine 15. Pas beaucoup d'activation. 12,5 nanogrammes par millilitre, tu t'actives. Nanogrammes par millilitre, tu t'actives vachement. On est à 50% d'activité des monocytes. Bon, on se la fait un peu plus scientifiquement. Constat. Si l'interleukine est absente, les monocytes sont quasiment pas activés. Si la concentration d'interleukine augmente, les monocytes sont activés. Et là, vous donnez des pourcentages de référence. On sait que les monocytes, ce sont des cellules sanguines qui peuvent passer dans les tissus pour devenir des macrophages. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que l'interleukine 15 facilite la phagocytose et donc la destruction de l'agent étranger. Ce qui veut dire que l'interleukine 15 agit sur toutes les cellules douées de phagocytose. Ah oui, au cas où vous n'auriez pas remarqué, plus on a d'interleukine, plus les monocytes sont actifs. Or, quand un monocyte est actif, il se met à bouffer et devient un macrophage. Un peu comme vous, un adolescent en début de journée calme, et un adolescent arrivé vers 15 h, quand vous entendez l'horloge faire ding dong, il est 16 h, vous vous transformez en bouffe-tout, vous videz le frigo. Voilà, c'est pareil. Alors, on a parlé tout à l'heure avec le mastocyte d'un médiateur, le TNF-alpha. Quel est son rôle? Il facilite ce qu'on appelle la diapédèse. Et c'est quoi la diapédèse? C'est le fait que des cellules qui sont dans un vaisseau sanguin arrivent à s'accrocher sur les cellules endothéliales du vaisseau pour s'y fixer et réussir à passer entre les cellules du vaisseau pour venir dans les tissus. Pour venir faire quoi? Attaquer l'ennemi qui est rentré. Je vous rappelle, on a dit, quand il y a une infection, le vaisseau sanguin augmente, les cellules passent dans les tissus. Oui, d'accord, faut bien traverser la paroi du vaisseau. Faut réussir à passer entre les cellules, entre les briques du mur de ce vaisseau. Et c'est donc le principe de diapédèse. Bon, vous n'avez pas à connaître toutes les étapes par cœur, mais sachez qu'il y a des sortes de petits harpons ici, qui sont capables de fixer les cellules de défense, qui possèdent d'ailleurs des récepteurs correspondant à ces petits harpons. C'est un peu une canne à pêche en fait. Hop, vas-y que je t'attrape, t'as mordu à l'hameçon, je t'accroche, je te ramène, et zou, une fois que t'es fixé, tu passes à travers, tu rentres dans les tissus, et tu vas faire ton job. Donc pour que la diapédèse se fasse, il faut qu'il y ait ces petits harpons. Ensuite, il faut que les cellules viennent, donc il faut qu'il y ait une petite odeur qui leur dise de venir par là, et une fois qu'elles sont là, il faut les bloquer. Donc, il va falloir agir au niveau de la production de ces petits harpons sur les cellules de l'endothélium du vaisseau sanguin. Alors, à quoi ressemble une diapédèse au microscope? Tout simplement ici, on a
la lumière, en fait, c'est le trou correspondant au vaisseau sanguin. Comme on a fait une coupe du tissu, eh bien, c'est très fin, 30 micromètres. Le vaisseau sanguin, lui, il a perdu son sang. Quand on a fait la coupe, le sang, il est sorti. Donc, quand on met au microscope, ben, il n'y a rien dedans. Donc, ça laisse passer quoi? La lumière du microscope. Voilà pourquoi on appelle ça la lumière du vaisseau. Ici, donc, autour de la lumière, on va distinguer les cellules endothéliales, celles qui forment la paroi du vaisseau. Elles sont là. Et là, qu'est-ce que vous avez? Ben, regardez, vous reconnaissez les noyaux plurilobés, là? Là, on a deux cellules qui essayent de rentrer. Elles ont repéré un petit trou, là. Entre les deux cellules de la paroi du vaisseau, elles vont essayer de passer. Et elles vont y arriver. Là, vous avez un granulocyte qui essaye de sortir. Regardez, hop, là, il a réussi à trouver un trou. Là, on a les cellules du vaisseau. Et vous voyez qu'ils se déforment, ils passent. Bon, alors essayons de comprendre quel est le rôle du TNF-alpha dans ce système. Le TNF-alpha, ça ressemble à ça. Si on prend des macrophages qui sont mis en culture en présence du virus de l'herpès, on suit donc la concentration du tumor nécrosis facteur alpha, c'est-à-dire le TNF-alpha. Où ça, où est-ce qu'on le suit? On le suit dans le milieu de culture, chez deux souris, une souris témoin, et chez une souris mutante, dont un récepteur de l'immunité innée des macrophages est inactivé. Donc, les macrophages de cette souris mutée ont un récepteur qui ne marche pas. Et donc, si le récepteur est inactivé, le virus de l'herpès ne pourra pas se fixer sur le macrophage. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça signifie? On mesure la concentration en TNF-alpha chez la souris témoin, chez la souris mutante. Donc, dans le milieu de culture, il y a le virus. Chez la souris témoin, on voit que la concentration en TNF-alpha augmente, alors que chez la souris mutante, il n'y a pas de production de TNF-alpha. Pourtant, la souris mutante est face à l'herpès, elle aussi, mais elle ne peut pas le reconnaître. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Constat 1. Chez une souris normale, quand le virus est présent, les macrophages multiplient leur production de TNF-alpha par 5. Quand le virus est présent, chez les souris donc mutantes, les macrophages ne produisent quasiment pas de TNF-alpha. Qu'est-ce qu'on sait? Que les souris mutantes ont un récepteur de l'immunité innée inactivé. On peut donc en déduire que les macrophages ne peuvent produire du TNF-alpha que s'ils fixent le virus sur un récepteur, c'est-à-dire qu'ils identifient un élément étranger. Donc le macrophage produit du TNF-alpha uniquement s'il rencontre un virus. Et quel va être le rôle de ce TNF-alpha? Eh bien, rappelez-vous les petits harpons, je vous ai parlé tout à l'heure, et il y a une molécule qui intervient dans ces harpons, c'est ce qu'on appelle la sélectine. Et cette sélectine, on s'aperçoit qu'elle est produite donc par les cellules de la paroi interne des vaisseaux sanguins en réponse à l'injection de TNF. Effectivement, c'est une molécule dite d'adhésion importante. Il va donc falloir la fabriquer quand on en a besoin pour adhérer des cellules de défense qui arrivent en renfort. Bah oui, hein, le sang, ça circule à toute vitesse. Hein. Les pauvres cellules, elles sont trimballées dans tous les sens. Il faut bien les attraper, les fixer pour les faire traverser au bon endroit. Un peu comme si vous étiez dans un torrent et que quelqu'un vous balance une corde. Alors, quand on étudie le pourcentage d'expression de la sélectine, qu'est-ce qu'on constate? On constate que sans TNF-alpha, il y a peu de sélectine exprimée. 4 heures après l'injection de TNF-alpha, le pourcentage d'expression de la sélectine est à 800%. Par contre, il va chuter à 200% 48 heures après l'injection. On comprend que la sélectine est exprimée en réponse à l'injection de TNF-alpha. Quand il y a une infection, le macrophage libère du TNF-alpha qui provoque la fabrication de sélectine sur les vaisseaux, qui est à l'origine de la diapédèse et donc de l'arrivée des renforts dans les tissus. Dernier médiateur qu'on va voir aujourd'hui, les prostaglandines. Elles sont fabriquées par deux catégories de cellules, les macrophages et les mastocytes. Donc ces cellules qui sont situées dans les tissus, à partir du moment où ils sont activés, c'est-à-dire qu'elles ont fixé une bactérie, ici la petite boule rouge, elles vont fabriquer leur médiateur. Donc le mastocyte, lui, va libérer de l'histamine et des prostaglandines. Le macrophage, même s'il bouffe, hein, je vous rappelle, c'est bouffe tout, va lui aussi libérer un signal, la prostaglandine. Ben oui, imaginez, vous êtes un soldat sur un terrain de défense. Votre seul moyen de combattre l'ennemi, c'est de bouffer. D'accord? Vous en bouffez un, mais pendant que vous bouffez, vous faites quoi? Vous pouvez rien faire d'autre. Donc, il faut appeler au secours. Donc, eux, ils appellent au secours pendant qu'ils bouffent. Donc, lui, il ne bouffe pas, on est d'accord. Le mastocyte, il n'envoie que des signaux. Les macrophages, ils bouffent. Mais pendant qu'ils bouffent, il appelle au secours avec la bouche pleine. Il envoie des prostaglandines. Donc, on a deux cellules de défense qui sont capables d'envoyer des prostaglandines. Ces prostaglandines, elles ont deux rôles particuliers. Elles vont, se fixer sur les nocicepteurs. Noci, ça veut dire douleur, les récepteurs de la douleur. Et ces récepteurs vont s'activer
il va y avoir un message nerveux qui va monter au cerveau et là vous allez sentir la douleur, vous allez avoir mal. Les prostaglandines vont également se fixer sur les vaisseaux sanguins pour favoriser la vasodilatation et donc l'afflux de sang. Donc ces prostaglandines, vous comprenez bien qu'elles ne sont pas fabriquées en permanence, elles sont fabriquées uniquement en présence d'un ennemi. Et donc, quand vous avez un macrophage ou un mastocyte activé, on va avoir une chaîne de fabrication qui se met en route et qui va libérer les fameuses prostaglandines. Alors, tout démarre par des phospholipides membranaires, c'est-à-dire qu'en fait, le macrophage et le mastocyte, ils se bouffent de sa membrane à lui pour fabriquer ça. Donc, il prend des phospholipides, c'est-à-dire des lipides avec du phosphore qui sont situés dans la membrane, il va les transformer en acide arachidonique. Alors, pour faire ça, il faut une petite enzyme, une phospholipase. Bon, maintenant qu'on a de l'acide arachidonique, c'est bien beau, mais il nous faut fabriquer la fameuse prostaglandine. Et pour ça, il nous faut une deuxième enzyme, la cyclooxygénase. Et une fois qu'on a fabriqué des prostaglandines, ces prostaglandines vont sortir par exocytose dans le milieu et vont aller jouer leur rôle. On récapitule. Prostaglandine, produite par mastocytes et macrophages, dilatation des vaisseaux sanguins, activation des récepteurs de la douleur. Histamine, fabriquée par les mastocytes, augmentation de la perméabilité vasculaire. Des chimiokines, des molécules exerçant une attraction chimique sur une cellule. Toutes les cellules sentinelles en fabriquent. Elles provoquent le chimiotactisme, c'est-à-dire l'attraction des cellules leucocytaires vers les tissus inflammés. Vous savez, les fameuses molécules, les fameuses odeurs qui vont dire « Ah bah oui, il faut s'arrêter là dans le vaisseau sanguin, il faut traverser là » ou « Venez là dans ce tissu-là, on est attaqué, on est blessé, venez nous aider ». Bref, les appels au secours, quoi. On a aussi également les cytokines, ce sont des molécules qui modifient l'activité d'une autre cellule. Par exemple, le TNF-alpha, qui lui est produit par les mastocytes, les macrophages, les cellules dendritiques résidentes. Il provoque l'expression de molécules adhérentes comme la sélectine sur les parois internes des vaisseaux sanguins. Et il active la production de chimiokines par les cellules endothéliales, permettant le recrutement des cellules sanguines. Donc, le TNF-alpha va aller sur les cellules de la paroi des vaisseaux, va leur forcer à fabriquer de la sélectine et va leur forcer à crier au secours pour attirer les cellules de défense. Le TNF-alpha facilite aussi la réparation des tissus. Et nous avons donc dans les cytokines également l'interleukine 15 qui est produite par les cellules sentinelles, c'est-à-dire toutes les cellules qui se trouvent dans les tissus de barrière, la peau, les muqueuses, en l'occurrence toutes celles-là, quoi. Et donc, cette interleukine 15, elle active les monocytes ou macrophages, je vous rappelle c'est la même cellule, et les granulocytes en déclenchant la phagocytose. Donc on récapitule, entre chimiokines et cytokines, ne pas vous tromper, les cytokines, mouvement dans la cellule. On crée à l'intérieur de la cellule une activité, c'est-à-dire qu'on provoque la fabrication de quelque chose. La chimiokine, c'est une molécule chimique qui déclenche un mouvement de la cellule, c'est l'attraction par l'odeur, un peu comme celle du gâteau au chocolat dont je vous parlais.